quelque chose s'est produit en Israël la nuit dernière et aucun analyste militaire ne l'avait prévu. Pas les frappes elles-mêmes, pas les armes, mais ce que ces frappes ont révélé sur l'état réel de cette guerre, en ce moment précis, et je dois vous l'expliquer avec prudence, parce que les manchettes en surface passent complètement à côté de l'essentiel. Commençons par un seul chiffre, 500 000. C'est le nombre d'obus d'artillerie que Tsahal vient de perdre, pas au combat. Pas dans un engagement terrestre dramatique où deux armées s'affrontent et où l'une repart victorieuse. Ils étaient entreposés dans des dépôts. 25 dépôts répartis dans les secteurs nord, central et sud d'Israël. Et, en l'espace de 2 nuits opérationnelles, chacune de ces installations a été réduite à du béton en flammes et à de l'acier tordu. Maintenant, avant de penser qu'il ne s'agit que de munitions, restez avec moi pour les prochaines minutes, parce que ce que je vais vous expliquer n'est pas seulement une histoire de missiles et de dépôts. C'est une histoire sur la façon dont les guerres modernes se gagnent et se perdent réellement. Et la réponse n'est presque jamais celle qu'on imagine quand on regarde les nouvelles. La première chose à comprendre, c'est ce que représente réellement 500 000 obus d'artillerie sur le plan opérationnel. La plupart des gens entendent ce chiffre et imaginent une très grosse pile de métal. Mais cette façon de voir les choses passe complètement à côté de l'essentiel. L'artillerie n'est pas une arme supplémentaire dans la guerre terrestre moderne. C'est pas quelque chose qu'on sort pour les grandes occasions ou qu'on garde en réserve pour des moments particulièrement difficiles. C'est le système fondamental qui rend possible toute autre opération terrestre. Quand l'infanterie avance, l'artillerie neutralise les positions devant elle. Quand les blindés se déplacent, l'artillerie détruit les positions anti-chars qui pourraient autrement les arrêter. Quand un ennemi contre-attaque, l'artillerie brise la formation avant qu'elle n'atteigne vos lignes. Quand vous tenez une position défensive et que l'ennemi teste votre périmètre chaque nuit, c'est l'artillerie qui rend ces incursions trop coûteuses pour être poursuivies. Retirer l'artillerie et toute l'architecture opérationnelle d'une force terrestre moderne commence à se défaire aux coutures. Ce n'est pas une opinion ni une évaluation théorique. C'est la leçon documentée de chaque grande campagne terrestre menée au cours des 100 dernières années, du front de l'Ouest au front de l'Est, jusqu'à chaque engagement conventionnel majeur depuis. Donc, quand un adversaire détruit toute votre réserve avancée de munitions d'artillerie en 48 heures, il n'a pas simplement créé un problème d'approvisionnement que votre état-major logistique doit régler, il a fondamentalement modifié ce que votre armée est physiquement capable de faire au sol dès le lendemain matin. Et les unités au front ne reçoivent pas une pause pour attendre que la situation soit corrigée. Elles continuent à faire face au même environnement opérationnel avec une fraction de la capacité qu'elles avaient 48 heures plus tôt. C'est exactement ce qui s'est produit ici. Dans les heures qui ont suivi la fin de la séquence d'engagement des dernières frappes, le trafic radio de Tsahal a commencé à refléter la réalité opérationnelle sur le terrain. Des batteries d'artillerie signalant que des missions de tir étaient suspendues en attendant le réapprovisionnement. Des unités blindées réduisant leur rythme opérationnel. Des postes de commandement avancés passant au rationnement d'urgence des stocks restants. Ce ne sont pas les communications d'une armée qui gèrent un inconvénient temporaire qui sera réglé en quelques jours. Ce sont les communications d'une armée dont la capacité de combat a été démantelée de l'intérieur. Ces unités de première ligne opèrent maintenant dans un environnement tactique fondamentalement différent de celui dans lequel elles se trouvaient il y a 72 heures. Des unités ont commencé à se retirer, non pas parce qu'elles étaient repoussées par la pression ennemie, ni parce que l'adversaire avait percé leur ligne dans un engagement décisif. Elles se sont retirées parce qu'elles ne pouvaient plus être soutenues aux positions qu'elles tenaient. Cette distinction est énorme parce qu'elle nous dit quelque chose de crucial sur la nature de ce qui vient de se produire. Ce n'était pas une défaite militaire au sens conventionnel. C'était une défaite logistique. Et les défaites logistiques sont, à bien des égards, plus difficiles à renverser que les défaites sur le champ de bataille. Parce que les renverser exigent de résoudre des problèmes industriels et d'infrastructures qui ne répondent ni au courage, ni à l'entraînement, ni au savoir-faire tactique. Mais voici ce sur quoi je veux attirer votre attention, parce que c'est la partie que la plupart des couvertures médiatiques ignorent complètement
25 dépôts, ça n'arrive pas par accident. 25 dépôts répartis dans 3 secteurs opérationnels. Chacun frappé avec le type d'arme précis correspondant à sa construction spécifique. Des bunkers renforcés, engagés, avec des ogives pénétrantes. Des structures d'entreposage plus légères frappées avec des ogives incendiaires et à fragmentation optimisées pour déclencher des explosions secondaires à partir des munitions stockées elles-mêmes. Ce niveau de précision dans le ciblage n'est pas quelque chose qu'on obtient avec une bonne reconnaissance la semaine précédant une opération. C'est le résultat d'un effort de renseignement mené contre l'infrastructure logistique israélienne pendant des années, peut être pendant la majeure partie d'une décennie. Quelqu'un a consacré énormément de temps à cartographier exactement où chaque obus, chaque cartouche, chaque munition critique était entreposée. Ils ont identifié le type de construction de chaque installation. Ils ont évalué le profil de vulnérabilité de chaque cible. Ils ont associé les systèmes d'armes aux cibles selon les caractéristiques d'ingénierie spécifiques des structures visées. Et ensuite, ils ont construit un plan de frappe visant à éliminer chaque élément de ce réseau logistique en un seul cycle opérationnel avant qu'Israël puisse le disperser, le renforcer ou le protéger. Ce seul fait devrait vous glacer, parce qu'il montre que la vulnérabilité n'a pas été créée au cours des dernières semaines. Elle était là depuis le début, la base de données de ciblage était déjà construite. Le plan de frappe était déjà préparé. L'effort de collecte de renseignements qui a rendu cette campagne possible fonctionnait discrètement en arrière-plan depuis des années pendant que le conflit se développait dans d'autres directions. La seule question était de savoir quand l'exécuter, et la réponse s'est révélée être maintenant. Laissez-moi vous expliquer l'architecture précise des frappes de chaque nuit, parce que la séquence révèle quelque chose d'important sur la planification opérationnelle derrière cette campagne. La première nuit opérationnelle s'est concentrée sur les secteurs nord et central. 12 dépôts ont été frappés dans une fenêtre d'environ 80 minutes. La sélection a priorisé les installations soutenant le front de Galilée et les dépôts de réserve centraux qui alimentaient simultanément les besoins opérationnels de plusieurs secteurs. La frappe contre l'une des principales bases logistiques mérite une attention particulière parce qu'elle illustre à quel point l'association entre l'arme et la structure a été exécutée avec précision. La base contenait plusieurs structures d'entreposage de différents types de construction, des bunkers en béton renforcés à une extrémité du spectre et des structures préfabriquées plus légères utilisées pour des catégories de munitions à rotation plus élevées à l'autre extrémité. Le ciblage iranien a associé l'arme à la structure dans chaque cas. Les bunkers renforcés ont reçu des ogives pénétrantes. Les structures plus légères ont reçu des ogives optimisées pour la propagation du feu et la détonation secondaire. Chaque structure d'entreposage à l'intérieur de l'installation ciblée a été rendue non opérationnelle dans un seul ensemble de frappes intégrées, pas endommagée, pas partiellement détruite, mais éliminée comme actif logistique fonctionnel. La deuxième nuit opérationnelle a étendu la campagne vers le sud et a complété la destruction des installations du secteur central qui n'avaient pas été entièrement éliminées lors du premier cycle. 13 dépôts supplémentaires ont été détruits, notamment le principal complexe d'entreposage de munitions d'une grande base aérienne, le dépôt de munitions d'artillerie du Sud et l'installation de stockage de réserves stratégiques dans le complexe logistique du Sud. Au moment où la deuxième nuit s'est terminée, toute l'infrastructure de réserve avancée et intermédiaire de munitions de Tsahal avait été systématiquement détruite, pas dégradée de manière sélective, pas partiellement compromise. Éliminée comme réseau logistique militaire fonctionnel, les armes utilisées dans cette campagne constituent la deuxième dimension qui exige une attention sérieuse parce que comprendre les systèmes précis impliqués explique pourquoi la réponse défensive a été structurellement incapable d'empêcher la destruction. Les bunkers de munitions renforcées ont été principalement engagés par des missiles balistiques équipés d'ogives pénétrantes, spécialement conçus pour traverser la protection supérieure en béton armé avant de détonner à l'intérieur. Le principe est simple, mais son exécution pratique est extraordinairement difficile. Un pénétrateur à énergie cinétique combiné à une charge explosive à fusée retardée, qui s'active après que l'arme a déjà traversé la structure de protection. Le résultat, c'est que la détonation se produit à l'intérieur du volume protégé plutôt que contre son extérieur.
Un bunker renforcé, conçu précisément pour survivre à un impact proche d'une ogive conventionnelle, devient une chambre explosive, confinée lorsque l'arme explose à l'intérieur. Les structures plus légères et l'infrastructure de surface des installations ont été engagées par des missiles de croisière à suivi de terrain, qui ont utilisé le paysage lui-même pour rester sous l'horizon radar du réseau défensif jusqu'à ce qu'il soit suffisamment proche pour que la fenêtre d'interception disponible soit tout simplement trop courte pour organiser une réponse efficace. Quand vous combinez des menaces balistiques et des missiles de croisière volant à basse altitude dans le même ensemble de frappes coordonnées, vous ne faites pas que doubler le défi pour le défenseur. Vous créez un problème géométrique qu'aucun système défensif actuellement déployé n'est optimisé pour résoudre simultanément. Les batteries conçues pour intercepter des missiles balistiques fonctionnent dans une enveloppe d'engagement complètement différente de celle des batteries conçues pour intercepter des missiles de croisière à suivi de terrain, coordonnées entre elles dans des délais comprimés, contre un ensemble de frappes spécialement conçues pour saturer les zones de coordination entre ces différents systèmes, exige un niveau d'intégration en temps réel que le réseau défensif n'a pas été capable d'atteindre. Le résultat, c'est que les deux catégories de menaces sont passées en nombre suffisant pour compléter la destruction de chaque installation ciblée. Ce qui est important sur le plan opérationnel à propos des armes employées, ce ne sont pas seulement leurs caractéristiques individuelles de performance. C'est le fait qu'elles ont été intégrées dans une architecture de frappe coordonnée où chaque type d'arme a été assigné aux cibles les mieux adaptées à ses capacités spécifiques, avec une séquence conçue pour maximiser la probabilité de pénétration contre un réseau défensif volontairement surchargé depuis plusieurs vecteurs en même temps. Ce niveau de planification de frappe intégrée exige une infrastructure de commandement et de contrôle, des logiciels de planification de mission et une doctrine opérationnelle que la plupart des analystes n'attribuaient pas aux planificateurs iraniens avec ce niveau de sophistication, il y a 18 mois. Cette évaluation doit être mise à jour. Maintenant, je veux aborder la question que tout le monde à Washington se pose en ce moment, parce que la réaction instinctive américaine à ce genre de situation est toujours la même. Réapprovisionner, aller plus vite. Lancer tout le poids de la machine logistique américaine sur le problème et l'écraser par la seule capacité industrielle. Cette réponse a fonctionné dans le passé et elle reflète un avantage stratégique américain réel, historiquement validé. Le problème, c'est que cette situation contient des contraintes structurelles que la réponse par réapprovisionnement ne peut pas surmonter dans un délai correspondant aux besoins opérationnels. Remplacer 500 000 obus d'artillerie n'est pas une question de signer un chèque et de charger des avions cargo. La production américaine de munitions d'artillerie a été une contrainte documentée tout au long de ce conflit. Des chaînes de production dimensionnées pour les besoins du temps de paix et la consommation relativement prévisible de l'entraînement régulier ont simultanément alimenté les besoins opérationnels ukrainiens et les demandes d'urgence israéliennes pendant la majeure partie des 2 dernières années. Ces chaînes de production fonctionnent, mais elles ne produisent pas à un rythme permettant de corriger en quelques semaines un déficit d'un demi-million d'obus. Le calendrier de correction se mesure en mois et les conséquences opérationnelles de la pénurie actuelle se matérialisent en jours. Même en mettant de côté la contrainte de production, le problème de livraison est grave. L'essentiel des munitions militaires, dans les quantités nécessaires pour rétablir la capacité d'artillerie israélienne, doit être transporté par mer. Le fret aérien, par avion de transport militaire, peut déplacer des articles urgents et prioritaires, mais la capacité de débit des avions cargo face à un besoin de 500 000 obus est tout simplement insuffisante. Le transport maritime est le seul mécanisme réaliste de livraison à grande échelle, et le transport maritime exige une capacité fonctionnelle de réception portuaire. La campagne iranienne a fortement dégradé le débit des ports israéliens. Même si la capacité de production existait pour commencer immédiatement à combler le besoin, l'infrastructure nécessaire pour recevoir une opération de réapprovisionnement maritime à grande échelle fonctionne elle-même sous forte pression. La conversation interne à Washington est passée de comment rétablir cela à comment gérer ses conséquences. Ce basculement, selon mon évaluation professionnelle, est le développement stratégique le plus important de tout ce cycle de conflit. Quand la réponse institutionnelle passe de la restauration au contrôle des dégâts, la reconnaissance sous-jacente est que la situation ne peut pas être ramenée à son état précédent. Elle peut seulement
être gérée à partir du point où elle se trouve maintenant. C'est une posture stratégique fondamentalement différente de tout ce que Washington a été prêt à reconnaître publiquement. Ce que cette campagne a exposé avec une clarté inhabituelle, c'est la différence structurelle entre une armée dont la capacité opérationnelle est soutenue par une production nationale et une armée dont la capacité dépend entièrement d'un soutien importé circulant dans des chaînes d'approvisionnement contrôlées par un partenaire étranger. Chaque arme employée dans cette campagne a été produite localement. La base de données de ciblage, les logiciels de planification de mission, l'architecture de navigation, tout cela a été développé et contrôlé à l'interne. Le rythme opérationnel de la campagne n'est limité que par la capacité industrielle nationale et non par les décisions politiques d'un gouvernement étranger qui pourrait choisir de ralentir ou de suspendre le réapprovisionnement pour des raisons sans lien avec la nécessité militaire. Le contraste avec l'architecture logistique israélienne ne pourrait pas être plus direct. Les munitions de précision israéliennes dépendent de façon critique de composants fabriqués aux États-Unis. Les munitions d'artillerie qui viennent d'être détruites étaient fournies par les États-Unis ou dépendantes de composants américains. Le réapprovisionnement maintenant requis de toute urgence dépend des taux de production américains, de la capacité d'expédition américaine et des décisions politiques américaines sur la priorité à accorder entre des besoins concurrents. Chacune de ces dépendances crée un point de contrainte qui n'existe pas dans l'architecture d'approvisionnement adverse. Et au cours de ces 2 nuits, ces contraintes se sont traduites directement en conséquences opérationnelles sur le terrain. Je veux aborder quelque chose que l'analyse purement technique a tendance à ignorer, parce que je pense que cela compte pour comprendre la durabilité de ce que nous observons. La campagne qui vient d'être exécutée exigeait non seulement des armes sophistiquées et un renseignement précis. Elle exigeait aussi la discipline institutionnelle nécessaire pour planifier une opération de cette complexité, coordonner son exécution sur 2 nuits opérationnelles et maintenir la sécurité opérationnelle. Tout cela afin d'empêcher la cible de disperser ou de renforcer les installations avant l'arrivée des frappes. Ce type de performance institutionnelle reflète une organisation qui se préparait à cette opération précise depuis longtemps et qui a développé la culture interne nécessaire pour l'exécuter correctement quand le moment est venu. Cette dimension institutionnelle a des implications pour la suite. Une organisation qui vient d'exécuter avec succès la campagne d'interdiction logistique la plus sophistiquée que le Moyen-Orient moderne ait connue n'a pas atteint ce niveau de capacité récemment. Elle a bâti cette capacité délibérément. Les armes utilisées représentent le résultat mûr de programmes de développement en cours depuis des années. Le renseignement qui a permis le ciblage précis représente un effort de collecte patient, lui aussi en cours depuis des années. La doctrine opérationnelle, qui a intégré plusieurs systèmes de frappe contre un réseau défensif en couche, représente une planification et des répétitions menées depuis des années. La campagne exécutée au cours de ces 2 nuits n'était pas une improvisation. C'était l'exécution d'un plan préparé au moment choisi sur le plan stratégique. Les observateurs qui comptent le plus en ce moment ne sont pas ceux qui font les manchettes dans les capitales occidentales. Ce sont les planificateurs de défense dans chaque capitale qui maintiennent une relation de sécurité fondée sur l'hypothèse d'un soutien militaire américain fiable et qui mènent maintenant leurs propres évaluations internes de ce que fiable signifie réellement lorsque la capacité de production ne peut pas répondre aux besoins opérationnels. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Jordanie, l'Égypte. Tous mènent des examens internes urgents de leurs propres architectures logistiques, reconnaissant que les mêmes vulnérabilités structurelles qui viennent d'être exploitées en Israël peuvent exister dans leur propre planification stratégique. Les conversations diplomatiques entre les capitales régionales et Téhéran, qui se développaient sous facilitation de tiers, s'accélèrent parce qu'une démonstration selon laquelle une capacité militaire iranienne développée localement peut produire des effets opérationnels décisifs contre le partenaire régional le plus fortement soutenu par les États-Unis change le calcul fondamental entre confrontation et accommodement stratégique comme position rationnelle à long terme. Plus loin, à Moscou et à Pékin, les leçons stratégiques tirées de cette campagne sont intégrées dans la planification opérationnelle de théâtres qui n'ont rien à voir avec le Moyen-Orient.
Le partenariat stratégique russo-iranien a été validé comme modèle capable de produire des résultats opérationnels sans exiger de confrontation directe entre grandes puissances. L'évaluation chinoise de la fiabilité des engagements de sécurité américains et de la capacité de production militaire américaine est mise à jour à partir de données opérationnelles générées en temps réel. Les implications en cascade de ces recalculs continueront à se déployer dans le système international pendant des années après la fin du conflit immédiat. Mon évaluation de la direction que cela prend, c'est que nous avons dépassé le point d'inflexion où l'architecture de sécurité régionale actuelle pouvait être restaurée dans sa configuration précédente. La destruction de 25 dépôts et d'un demi-million d'obus d'artillerie dans une campagne coordonnée de 48 heures constitue la confirmation opérationnelle qu'une puissance régionale employant principalement des armes produites localement peut démanteler systématiquement la fondation logistique d'un adversaire soutenu par la première superpuissance militaire mondiale. Une fois démontrée, cette réalité ne peut plus être effacée. Elle devient un point de données permanent dans chaque calcul stratégique effectué par chaque acteur pertinent sur chaque théâtre pertinent à partir de maintenant. Ce qui vient ensuite dépendra des choix faits en ce moment même dans plusieurs capitales simultanément. La question de savoir si l'infrastructure logistique israélienne peut être reconstituée assez vite pour empêcher la dégradation opérationnelle actuelle de devenir permanente. Celle de savoir si Washington peut identifier des solutions de réapprovisionnement qui correspondent réellement à l'échelle et au calendrier du besoin, plutôt qu'à l'échelle et au calendrier de la capacité de production disponible. Celle de savoir si le ciblage systématique de la logistique militaire israélienne se poursuit dans un 3e et un 4e cycle opérationnel ou s'il se déplace vers d'autres objectifs stratégiques, et celle de savoir si les lignes de front qui ont déjà commencé à bouger peuvent être stabilisés avant que le mouvement ne devienne auto-renforçant. Ce sont les questions qui définiront la prochaine phase de ce conflit et les réponses ne sont pas encore déterminées. Mais le contexte dans lequel ces réponses seront trouvées a été modifié de façon permanente par ce qui s'est produit au cours de 2 nuits de frappe contre 25 dépôts dans 3 secteurs d'un pays qui croyait son architecture logistique protégée. Les lignes de front bougent parce que la fondation qui les maintenait en place a été retirée. Et dans la guerre, comme dans tout ce qui repose sur des fondations, quand la fondation cède, tout ce qui se trouve au-dessus finit par suivre. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.